La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 31. La toile d'intrigue. Les mots tels que « conspiration » et « intrigue », souvent utilisés dans ce récit, ne sont pas de moi, ils viennent de sources autorisées. Monsieur Arthur Day Audin, qui écrivit sa biographie en consultation avec l'homme qui y est dépeint, fournit le titre du chapitre ci-dessus. Il décrit le processus dont Monsieur Howes fut le centre, en Amérique, au cours de la guerre 1914 à 1918. En ces termes, une toile d'intrigue fut tissée par-delà de l'Atlantique. En Angleterre, le gouvernement de Lloyd George, et en Amérique, le président, furent d'abord empêtrés dedans séparément. Entre 1914 et 1917, ces toiles, à Londres et Washington furent réunies par les fils transocéaniques que M. Audin dépeint en cours de filage. Par la suite, les deux gouvernements furent pris dans la même toile et ne s'en sont jamais libérés depuis. Dans l'Amérique du président Wilson, le vrai président était M. Howes, l'officier de liaison entre l'administration de Wilson et le mouvement sioniste, le rabbin Wise. Le juge Brandeis, qui avait décidé de donner sa vie au sionisme, était le conseiller présidentiel sur la question juive, Dr. Weizmann. C'est la première apparition dans la famille présidentielle d'une autorité jusque-là inconnue et dorénavant apparemment permanente. L'organisateur sioniste en chef était le rabbin Wise, en contact constant avec les deux autres hommes. M. House et M. Bernard Baruch choisit les membres du cabinet présidentiel, si bien que l'un d'entre eux dut se présenter ainsi à M. Wilson. Mon nom est Lannes, Monsieur le Président, je crois que je suis secrétaire à l'Intérieur. 22. Le département de l'Intérieur des États-Unis est un département du gouvernement américain qui contrôle et préserve la plupart des terres appartenant à l'État. Ces responsabilités sont tout à fait différentes des départements ou ministères de l'intérieur d'autres pays, qui tendent à se concentrer sur la politique ou la sécurité, functions ici notamment détenues par le département de la sécurité intérieure NDT, source, Wikipédia. Le président vivait à la Maison Blanche à Washington, mais on le voyait fréquemment rendre visite à un petit appartement de la 35e rue et à New York, où vivait un certain Monsieur Howes. Par la suite, cela mena à des questions ciblées, et un homme de parti s'entendit dire « Monsieur Howes est ma deuxième personnalité, il est mon moi indépendant. Ses pensées et les miennes sont une. » Monsieur Howes était souvent à Washington, où il dirigeait les entrevues et la correspondance présidentielle, et, arrêtant des membres du cabinet à l'entrée de celui-ci, les instruisait sur ce qu'il fallait dire une fois à l'intérieur. Même depuis New York, il dirigeait l'Amérique au moyen de lignes téléphoniques privées le reliant à Washington. Il n'y a qu'à décrocher le combiné, et je suis immédiatement en ligne avec le bureau du secrétaire d'État. L'assentiment présidentiel concernant les mesures de politique nationale n'était pas requis. Monsieur Howes ne s'attendait pas à une approbation. Si le président ne s'opposait pas, je savais qu'on pouvait continuer sans risque. Ainsi, M. Wilson devait-il exprimer un dissentiment, pour que soit retardée ou modifiée n'importe quelle action, et immédiatement après l'élection, on lui avait fait promettre de ne pas agir de manière indépendante à l'avenir. En 1914, M. Howes, qui s'était résolu en 1900 à étendre son pouvoir, de la politique texane à la politique nationale, se prépara à prendre en main les affaires internationales. Il voulait employer son énergie à un domaine plus large. Dès le début de 1914, il réfléchit de plus en plus à ce qu'il considérait comme la plus haute forme de politique, celle pour laquelle il était particulièrement fait, les affaires internationales. En fait, l'éducation texane de M. Howes ne lui en donnait pas les compétences. Au Texas, dans l'opinion publique, les mots « affaires internationales » sonnaient comme « canaille » et là-bas, plus que n'importe où en Amérique, les traditions du XXe siècle avaient toujours prise sur l'opinion publique, des traditions qui posaient comme principe primordial de la politique américaine une abstention totale des affaires politiques de l'Europe. M. Seymour. M. Howes, qui, quelque part au Texas, avait absorbé les idées des révolutionnaires de 1848, devait détruire cette tradition, mais cela ne prouvait pas qu'il fût particulièrement fait pour intervenir dans les affaires internationales.
M. House était d'une espèce différente de celle du languissant Monsieur Balfour avec son arrière-plan de collines et de brumes écossaises, et de celle de Monsieur Lloyd George, l'Artful Dodger, 23. Personnage du roman de Charles Dickens, Oliver Twist. Le Dodger, roublard, rusé, est un pickpocket, surnommé ainsi pour son adresse et sa ruse. L'expression « Artful Dodger » est toujours utilisée pour désigner quelqu'un d'habile à éviter les responsabilités ou les conséquences de ses actes NDT, source, Wikipédia, gallois du sionisme, mais il agissait comme si eux et lui avaient terminé leurs études ensemble dans quelques collèges occultes de machination politique. En 1914, il commença à nommer des ambassadeurs américains, comme il dit, et fit ses premières visites aux gouvernements européens, en tant que ami proche du président. M. Seymour, son éditeur, dit: il serait difficile dans toute l'histoire de trouver un autre exemple de diplomatie si peu conventionnelle et si efficace. Le colonel House, un simple particulier, étend carte sur table et concerte avec l'ambassadeur d'une puissance étrangère sur les dépêches à envoyer à l'ambassadeur américain et au ministre des Affaires étrangères de cette puissance. M. Howden, son confident, s'étend. Monsieur House avait l'initiative dans ce qui était fait. Le département d'État était relégué au statut d'intermédiaire pour ses idées, un dépôt d'archives publiques. Une grande partie de la correspondance diplomatique plus confidentielle passait directement par le petit appartement de la 35e rue A. Les ambassadeurs des belligérants lui rendaient visite quand ils voulaient influencer l'administration ou demandaient de l'aide dans la toile d'intrigue qui était en train de se tisser par-delà l'Atlantique. M. House. La vie que je mène dépasse en intérêt et en excitation n'importe quelle histoire romanesque. L'information venant de chaque coin du globe se déverse à l'intérieur de ce petit bureau discret. Monsieur Seymour, de nouveau, les membres du cabinet à la recherche de candidats, les candidats à la recherche de positions, transformèrent son bureau en chambre de compensation. Les éditeurs et les journalistes recherchaient son avis, et les dépêches à la presse étrangère étaient quasi rédigées sous sa dictée. Les représentants du ministère des Finances des États-Unis, les diplomates britanniques et les financiers métropolitains venaient à son bureau pour discuter leurs plans. Un homme à l'avenir prometteur de l'autre côté de l'Atlantique s'intéressait lui aussi aux financiers. Madame Beatrice Webb dit que M. Winston Churchill, un peu plus tôt, lui confia lors d'un dîner de choux, il compte sur la haute finance, en français dans le texte, NDT, pour maintenir la paix, et pour cette raison est contre un empire indépendant, car il pense que cela détruirait ce capitalisme cosmopolite, le financier cosmopolite étant le pacificateur professionnel du monde moderne, et à son avis, le summum de la civilisation. Les événements postérieurs ne soutinront pas cette notion que les financiers importants, métropolitains ou cosmopolites étaient des pacificateurs professionnels. Telle était la scène américaine, dans les coulisses en 1915 et 1916. Le but du groupe dirigeant, dont la toile commençait maintenant à traverser l'Atlantique, apparaît grâce aux événements qui suivirent. Monsieur Esquisse fut renversé sous prétexte que son incompétence mettait la victoire en danger. Monsieur Lloyd George risqua une défaite totale en détournant des armées en Palestine. Monsieur Wilson fut réélu sous le prétexte que, dans la tradition ancienne, il maintiendrait l'Amérique hors de la guerre. Une fois élu, il impliqua immédiatement l'Amérique dans la guerre. La parole du diplomate et ses actes étaient différents. Le 30 mai 1915, M. House conclut confidentiellement que la guerre avec l'Allemagne est inévitable, et en juin 1916, il inventa le slogan gagnant pour l'élection. Pour la seconde campagne de M. Wilson, il nous a préservés de la guerre. Le rabbin Stephen Wise, avant l'élection, appuya les efforts de M. House. Dans des lettres au président, le rabbin déplorait sa recommandation d'un programme de préparation, et sur les tribunes publiques, il prêchait contre la guerre. Tout se passa comme prévu, la stratégie de House fonctionna parfaitement, M. Howden et M. Wilson fut triomphalement réélu. Il semble qu'à ce stade, M. Wilson ait cru aux mots qu'on mettait dans sa bouche.
Immédiatement après l'élection, il s'établit comme pacificateur et rédigea une note aux belligérants, dans laquelle il utilisait l'expression « les causes et les objectifs de la guerre sont obscurs ». C'était un acte coupable d'indépendance de la part du président, et M. Howes fut furieux. Le président harcelé changea l'expression en « les objectifs que les hommes d'État et les belligérants des deux côtés ont à l'esprit dans cette guerre sont pratiquement les mêmes ». Cela rendit M. Howes encore plus furieux, et les efforts de M. Wilson pour exposer la nature de « la toile » dans laquelle il était pris cessèrent sur ces entrefaites. Pendant un certain temps, il resta dans l'ignorance de ce que devait être sa prochaine action, informant M. Howes le 4 janvier 1917, « Il n'y aura aucune guerre. Ce pays n'a pas l'intention de s'impliquer dans la guerre. Ce serait un crime contre la civilisation, si nous y entrions. » Le groupe de pouvoir manœuvra pour dissiper ces illusions aussitôt après la cérémonie de seconde investiture de M. Wilson, le 20 janvier 1917, qui se passa sans encombre. Le rabbin Stephen Wise informa le président d'un changement d'avis. Il était maintenant convaincu que le temps était venu pour les Américains de comprendre que cela était peut-être notre destin, prendre part à la bataille. M. Howes, qui pendant l'élection anti-guerre avait noté « Nous sommes au bord de la guerre », confia à son journal le 12 février 1917 « Nous dérivons vers la guerre aussi rapidement que je m'y attendais », ce qui donnait une nouvelle signification au verbe « dériver ». Puis, le 27 mars 1917, le président Wilson demanda à M. Howes s'il devait demander au Congrès de déclarer la guerre ou s'il devait dire qu'il était en état de guerre, et M. Howes conseilla la deuxième option, si bien que les Américains furent informés, le 2 avril 1917, qu'il était en état de guerre. 24 Confère p. 280, l'extrait des protocoles sur le droit du président à déclarer l'état de guerre. Entre novembre 1916 et avril 1917, donc, la toile d'intrigue, en traversant l'océan, réalisa ses buts décisifs, le renversement de M. Esquisse en faveur de M. Lloyd George, l'engagement des armées britanniques dans la diversion palestinienne, la réélection d'un président qui serait contraint de soutenir cette entreprise, et l'implication de l'Amérique. La déclaration d'état de guerre faite au Congrès dit que l'objectif de la guerre, que M. Wilson, quelques semaines auparavant, avait déclaré être « obscur » dans son projet de lettre, devait « établir un nouvel ordre international ». Ainsi, un nouvel objectif fut-il révélé ouvertement, bien que de façon énigmatique. Pour le public, les mots pouvaient signifier tout et son contraire. Pour les initiés, il rapportait un engagement de soutenir le plan, dont le sionisme et le communisme étaient les instruments, pour l'établissement d'une fédération mondiale, fondée sur la force et la destruction de la nationalité, à l'exception d'une nation, qui devait être recréée. Dès ce moment, les groupes de pouvoir en Amérique et en Angleterre travaillèrent dans une synchronisation parfaite, de sorte que les deux histoires se fondent en une histoire, ou une toile unique. Les hommes apparemment puissants à Washington et à Londres coordonnèrent leurs actions à l'instigation des sionistes communiquant entre eux des deux côtés de l'océan. La préconnaissance de ce qui devait arriver avait été affichée auparavant par le docteur Weizmann, à Londres, qui en mars 1915 avait écrit à son allié, M. Scott du Manchester Guardian, qu'il comprenait le désir du gouvernement britannique de soutenir les aspirations sionistes à la prochaine conférence de paix, l'événement également prédit par Max Nordau en 1903. C'était exactement ce que M. Esquisse refusait de considérer, si bien que le docteur Weizmann, en mars 1915, décrivait déjà comme « le gouvernement britannique », ce qui allait supplanter M. Esquisse, en décembre 1916. Ce « gouvernement britannique », dit le docteur Weizmann, laisserait « l'organisation du Commonwealth juif, en Palestine, entièrement aux soins des Juifs ». Cependant, les sionistes n'auraient décemment pas pu, même dans une Palestine qu'on avait conquise, 25. Lord Sydenham, quand il écrivit sur « l'exactitude mortelle » de la prévision des protocoles, de 1900 environ, avait peut-être particulièrement en tête ce passage « Nous conférerons au président le pouvoir de proclamer l'état de guerre ».
Nous expliquerons cette prérogative par le fait que le président, étant le chef de l'armée, doit la tenir sous son autorité en cas de besoin. La situation décrite ici est devenue une pratique établie au cours du présent siècle. En 1950, le président Truman envoya des troupes américaines en Corée, pour freiner l'agression communiste, sans consulter le Congrès. Plus tard, on déclara que c'était une guerre des Nations Unies, et elles furent rejointes par les troupes de 17 autres pays sous un commandant américain, le général MacArthur. Ce fut la première expérience d'une guerre de type gouvernement mondial, et le cours qu'elle prit suscita la question du sénateur Taft, en 1952, sommes-nous vraiment sincères concernant notre politique anticommuniste? Le général MacArthur fut licencié après avoir protesté contre un ordre lui interdisant de poursuivre l'aviation communiste jusque dans leur sanctuaire chinois, et en 1953, sous le président Eisenhower, la guerre fut interrompue, laissant la moitié de la Corée entre les mains de l'agresseur. Le général MacArthur et d'autres commandants américains portèrent des accusations par la suite, selon lesquelles l'ordre interdisant la poursuite avait été communiqué à l'ennemi par un cercle d'espions responsables du vol de mes rapports secrets supérieurs destinés à Washington, live, 7 février 1956, et le commandant communiste chinois confirma cela, New York Daily News, 13 février 1956. En juin 1951, 2 fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères britannique, Burgess et McLean, disparurent, et en septembre 1955, le gouvernement britannique, après avoir refusé l'information pendant 4 ans, confirma la croyance générale qu'il était à Moscou et qu'il avait espionné pour l'Union soviétique sur une longue période. Le général MacArthur accusa alors ces 2 hommes d'avoir révélé l'ordre de non-poursuite à l'agresseur communiste, live, cité plus haut. Le 4 avril 1956, un journaliste demanda au président Eisenhower, lors de sa conférence de presse habituelle, s'il donnerait l'ordre d'envoyer à la guerre un bataillon de US Marines, alors récemment envoyé en Méditerranée, sans d'abord demander au Congrès. À ce moment-là, la guerre au Moyen-Orient était une possibilité évidente. Il répondit avec colère, « J'ai annoncé maintes fois que je ne serai jamais coupable d'aucune sorte d'action qui puisse être interprétée comme une guerre, jusqu'au Congrès, qui possède l'autorité constitutionnelle. » Le 3 janvier 1957, premier acte important de son second mandat, il envoya au Congrès un projet de résolution, destiné à l'investir d'une autorité illimitée et permanente pour agir militairement au Moyen-Orient, afin de prévenir l'agression communiste armée. Pour eux, fonder un Commonwealth contre les habitants d'origine. Ils ne pouvaient le faire que sous la protection d'une grande puissance et de ses armées. Donc, le Dr Weizmann, prévoyant exactement, en 1915, ce qui devait arriver en 1919 et les 2 décennies suivantes, considérait Ilchou, un protectorat britannique devait être installé en Palestine, pour protéger les intrusionnistes. Cela signifierait, dit-il, que les Juifs reprendraient le pays, tout le fardeau de l'organisation leur incombe, mais pendant les 10 ou 15 prochaines années, ils travailleront sous protectorat britannique provisoire. Le Dr Weizmann ajoute que cela était une anticipation du système de mandat, si bien que le chercheur d'aujourd'hui apprend aussi d'où vient la notion de mandat. L'idée de gouverner des territoires conquis sous un mandat accordé par une société des nations autoproclamée fut uniquement inventée en ayant en vue la Palestine. Les événements l'ont prouvé. Tous les autres mandats distribués après la guerre de 1914 à 1918 afin de donner l'apparence d'une procédure applicable de façon générale, ont disparu, soit par la renonciation du territoire en faveur de ses habitants, soit par sa conversion, dans les faits, en possession pour le conquérant. Le concept de mandat fut maintenu aussi longtemps que cela était nécessaire aux sionistes, pour qu'ils puissent amasser assez d'armes afin de prendre possession de la Palestine pour eux-mêmes. Ainsi, après l'accession au pouvoir de M. Lloyd George et la seconde élection de M. Wilson, la forme qu'allait prendre l'avenir, bien au-delà de la fin de la guerre, était pleinement connue du Dr Weizmann au centre de la toile, qui passa à l'action.
Dans un mémorandum au gouvernement britannique, il exigea que la population juive de Palestine soit officiellement reconnue par le gouvernement suzerain comme nation juive. La première conférence officielle menant à la déclaration Balfour eut alors lieu. Ce comité, réuni pour préparer un projet de document gouvernemental britannique, se réunit dans une maison privée juive et se composait de 9 leaders sionistes et d'un représentant du gouvernement concerné, Sir Mark Sykes, qui était présent, à titre personnel. Suite à cela, M. Balfour s'arrangea immédiatement pour se rendre en Amérique afin de discuter de la question. Le Dr Weizmann et ses associés devaient naviguer serrés entre deux difficultés à ce moment-là, et auraient bien pu échouer, si la toile ne leur avait pas permis de dicter ce que les hommes pour lesquels M. Balfour avait traversé l'océan, diraient à ce dernier. Le gouvernement britannique, malgré tout son zèle, paniqua à la perspective d'agir en tant que protecteur unique des sionistes, et voulut que l'Amérique partage l'occupation armée de la Palestine. Les sionistes savaient que cela bouleverserait violemment l'opinion américaine. Si cela s'était produit, il aurait été beaucoup plus dur de rallier l'Amérique lors de l'acte de 1948, du fait de la pénible expérience partagée, et ne voulaient pas que la question de la cooccupation américaine soit soulevée. Les appréhensions du Dr Weizmann augmentèrent lorsqu'au cours une longue conversation, avant le départ de M. Balfour, il découvrit que ce dernier désirait vivement un protectorat anglo-américain. Le Dr Weizmann écrivit immédiatement au juge Brandeis pour le conseiller de s'opposer à un tel plan, mais d'assurer M. Balfour du soutien américain pour la proposition d'un protectorat uniquement britannique, 8 avril 1917, et cette lettre à M. Brandeis dut lui parvenir à peu près au moment de l'arrivée de Balfour. M. Brandeis, qui s'était élevé jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, s'était retiré de la direction publique du sionisme en Amérique. Dans la tradition de sa fonction, il aurait dû rester à l'écart de toutes les affaires politiques, mais en fait, en tant que conseiller de M. Wilson sur la question juive, il informa le président qu'il était en faveur d'un protectorat britannique et s'opposait totalement à un condominium, c'est-à-dire un contrôle commun anglo-américain. Quand M. Balfour atteignit l'Amérique, alors en état de guerre, depuis tout juste 18 jours, il ne discuta apparemment jamais de la Palestine avec le président américain. Le rôle de M. Wilson à ce stade se limitait à une humble promesse au rabbin Wise. Quand le moment arrivera, et que vous et le juge Brandeis estimerez qu'il est temps pour moi de parler et d'agir, je serai prêt. À cette période, le rabbin avait déjà mis au courant, Monsieur Howes, il est engagé dans notre cause. Il n'y a aucun doute là-dessus. La chose sera votée à Washington, je pense, sans délai, 8 avril 1917, 6 jours après la proclamation des états de guerre. M. Balfour vit Monsieur Brandeis. Manifestement, il aurait aussi bien pu rester chez lui avec le Dr Weizmann, puisque M. Brandeis se contenta de répéter le contenu des lettres du Dr Weizmann. M. Balfour n'avait fait que se déplacer à l'autre bout de la toile d'intrigue. M. Brandeis, ainsi que le rapporte Madame Dugdale, se mit à insister de plus en plus sur le désir des sionistes de voir une administration britannique en Palestine. M. Balfour, ajoute sa biographe, s'engagea à soutenir personnellement le sionisme. Il l'avait fait auparavant pour le Dr Weizmann, mais maintenant, il était ministre des Affaires étrangères britannique. Un commentaire américain postérieur, concernant le rôle joué par M. Brandeis dans cette affaire, est ici approprié. Le professeur John O. Beatty, de l'Université méthodiste du Sud des États-Unis, dit que le jour de la confirmation de la nomination de M. Brandeis à la Cour suprême fut un des jours les plus significatifs de l'histoire américaine, car nous avions pour la première fois, depuis la première décennie du XXe siècle, un fonctionnaire de statut supérieur dont l'intérêt le plus cher portait sur quelque chose d'autre que les États-Unis. Et sur quelque chose d'autre que les États-Unis. M. Brandeis fit plus qu'appuyer l'idée d'une Palestine juive sous protectorat britannique, Dr Weizmann. Lui et M. Howes publièrent, sous la signature du président, la célèbre déclaration rejetant les traités secrets.
Cette déclaration était populaire auprès des masses, pour qui cela sonnait comme la voix du nouveau monde parfait réprimandant l'ancien monde mauvais. Les mots évoquaient des images de diplomates masqués montant jusqu'à des chancelleries secrètes par de sombres escaliers dérobés. Maintenant que l'Amérique était en guerre, ces machinations féodales cesseraient et tout se ferait au grand jour. Tant pis pour l'agréable illusion, la noble réprimande était une autre soumission au sionisme. Il fallait encore vaincre la Turquie, si bien que les gouvernements français et britanniques, dont les hommes étaient engagés au combat, souhaitèrent convaincre les Arabes, et conclure avec eux, l'accord Sykes-Picot, 26. Les accords de Sykes-Picot sont des accords secrets signés le 16 mai 1916, entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie tsariste, prévoyant le partage du Moyen-Orient, c'est-à-dire l'espace compris entre la mer Noire, la mer Méditerranée, la mer Rouge, l'océan Indien et la mer Caspienne et ses puissances, à la fin de la guerre, suivant le dicton « diviser pour régner », NDT, source, Wikipédia, qui prévoyait une confédération indépendante d'États arabes et, parmi eux, une administration internationale pour la Palestine. Le docteur Weizmann eut vent de cet accord et vit qu'il ne pourrait y avoir aucun État sioniste si la Palestine était sous contrôle international. La protection britannique exclusive était essentielle. On appliqua la pression, et la dénonciation retentissante du président Wilson des traités secrets visa uniquement les Arabes de Palestine et leurs espoirs pour l'avenir. L'Amérique insistait pour repasser le bébé à l'Angleterre. Concernant cet accomplissement secret, la biographe de M. Balfour rapporte avec bonheur que cet accord montrait une diplomatie nationale juive était maintenant existante. Ces mots pourraient être utilisés comme titre alternatif à ce chapitre, si on veut bien. Le ministère des Affaires étrangères britannique finit par reconnaître, avec une légère inquiétude, que le gouvernement britannique était pratiquement engagé. L'Amérique, bien qu'entrée en guerre, n'était pas en guerre avec la Turquie, et pourtant s'était secrètement engagée, par le biais de M. Brandeis, à soutenir le transfert du territoire turc à un tiers extérieur. La participation américaine dans l'intrigue devait donc rester inconnue du public pour le moment, bien que M. Balfour en eût été informé sur un ton impérieux. L'été 1917 passa tandis qu'on préparait la déclaration Balfour, l'Amérique s'étant ainsi secrètement impliquée dans l'aventure sioniste. La seule opposition restante, hormis celle des généraux et de quelques fonctionnaires supérieurs du ministère des Affaires étrangères ou du département d'État, venait des Juifs d'Angleterre et d'Amérique. Elle fut sans effet, parce que les politiciens importants, dans les deux pays, étaient encore plus hostiles à leurs concitoyens juifs que ne l'étaient les sionistes. Le rôle joué par les non-juifs dans toute cette affaire fut si grand, même si ce fut un rôle de marionnette, que cela nous rappelle constamment la nécessité de considérer comme suspecte l'attribution des protocoles à une paternité uniquement juive. En Angleterre, en 1915, l'association anglo-juive, par le biais de son comité conjoint, déclara que « les sionistes ne considèrent pas l'émancipation civile et politique comme un facteur suffisamment important dans la victoire sur la persécution et l'oppression des Juifs, et pensent qu'une telle victoire ne peut être réalisée que par l'établissement d'un foyer légalement sécurisé pour le peuple juif ». Le comité conjoint considère le postulat national des sionistes comme étant d'un antisémitisme aussi dangereux et provoquant que les privilèges spéciaux accordés aux Juifs en Palestine. Le comité n'a pu débattre de la question d'un protectorat britannique avec une organisation internationale incluant des éléments différents, voire ennemis. Durant n'importe quelle époque rationnelle, les gouvernements anglais et américains auraient parlé ainsi, et ils auraient été soutenus par les citoyens juifs. Cependant, en 1914, le docteur Weizmann avait écrit que de tels juifs doivent se rendre compte que nous, et non eux, sommes les maîtres de la situation. Le comité conjoint représentait les juifs établis en Angleterre depuis longtemps, mais le gouvernement britannique acceptait la revendication des révolutionnaires de Russie d'être les maîtres de la communauté juive.
En 1917, alors que le moment irrévocable approchait, le comité conjoint déclara de nouveau que les Juifs étaient une communauté religieuse et rien de plus, qu'ils ne pouvaient pas revendiquer un foyer national, et que les Juifs de Palestine n'avaient besoin de rien d'autre que de l'assurance de la liberté religieuse et civile, de moyens raisonnables pour l'immigration, et autre chose de ce genre. À cette période, de telles déclarations exaspéraient les goïs engagés dans la bataille autour du docteur Weizmann de Russie. M. Wickham-Steed, du Times, exprima un mécontentement pur et simple, après avoir discuté, pendant une bonne heure, avec le docteur Weizmann, du genre de leader qui était le plus susceptible de plaire au public britannique, et suscita une magnifique présentation de l'argument sioniste. En Amérique, M. Brandeis et le rabbin Stephen Wise étaient tout aussi vigilants contre les Juifs d'Amérique. Le rabbin, de Hongrie, demanda au président Wilson, « Que ferez-vous quand leurs protestations arriveront jusqu'à vous ?» Il resta un petit moment silencieux. Puis, il indiqua une grande corbeille à papier près de son bureau. « Cette corbeille n'est-elle pas assez grande pour contenir toutes leurs protestations ? » En Angleterre, le docteur Weizmann était mis en rage par l'interférence extérieure, entièrement venue des Juifs. À ce stade, il se sentait comme un membre du gouvernement, ou peut-être le membre du gouvernement, et par le pouvoir qu'il exerçait, il l'était apparemment. Il ne se contenta pas d'écarter comme interférence extérieure les objections des Juifs britanniques, il dicta ce dont le Conseil des ministres devait discuter, et exigea d'assister aux réunions du Conseil afin de pouvoir attaquer un ministre juif. Il exigea que M. Lloyd George mette la question à l'ordre du jour du cabinet de guerre pour le 4 octobre 1917, et, le 3 octobre, écrivit au ministère des Affaires étrangères britannique pour protester contre les objections qu'il s'attendait à voir levées, au cours de cette réunion, par un Anglais éminent de confession juive. M. Edwin Montagu était un membre du Conseil des ministres, et un juif. Le docteur Weizmann insista de façon implicite qu'il ne soit pas entendu par ses collègues, ou que s'il était entendu, on devrait faire venir le docteur Weizmann pour qu'il réponde. Le jour de la réunion, le docteur Weizmann apparut dans le bureau du secrétaire du Premier ministre, M. Philip Kerr, un autre ami, et proposa de rester là, dans le cas où le Conseil déciderait de me poser quelques questions avant de prendre une décision. M. Kerr dit, depuis que le gouvernement britannique est gouvernement, aucun particulier n'a été admis à l'une de ces sessions, et sur ce, le docteur Weizmann s'en alla. Sans cela, M. Lloyd George aurait créé un précédent, car le docteur Weizmann était à peine parti qu'après l'audition de M. Montagu, M. Lloyd George et M. Balfour envoyèrent chercher le docteur Weizmann. M. Montagu parvint alors, aux grandes dames des gentils rangés contre lui, à obtenir des modifications mineures du projet, et le docteur Weizmann réprimanda par la suite M. Kerr pour ce petit compromis. Le Conseil, et même vous-même, attachez une importance excessive à l'opinion de la soi-disant communauté juive britannique. 2 jours plus tard, le 9 octobre, le docteur Weizmann câbla triomphalement au juge Brandeis que le gouvernement britannique avait formellement entrepris d'établir un foyer national pour la race juive, en Palestine. Le projet connut des péripéties révélatrices entre le 9 octobre et le 2 novembre, date à laquelle il fut publié. Il fut envoyé en Amérique, où il fut révisé par M. Brandeis, M. Jacob de Haas et le rabbin Wise, avant d'être montré au président Wilson pour son approbation finale. Il se contenta de l'envoyer à M. Brandeis, qu'il avait déjà obtenu du docteur Weizmann, qui le fit passer au rabbin Stephen Wise, afin de le remettre au colonel House, pour une transmission au Conseil des ministres britanniques. C'est de cette manière que fut préparée l'une des actions les plus décisives jamais prises par un gouvernement britannique. Le projet, incorporé à une lettre adressée à Lord Rothschild par M. Balfour, devint la déclaration Balfour. La famille Rothschild, comme de nombreuses familles juives importantes, était nettement divisée à propos du sionisme. Le nom d'un Rothschild sympathisant, en tant que destinataire de la lettre, fut apparemment utilisé pour impressionner la communauté juive occidentale en général, et détourner l'attention des origines juives orientales du sionisme.
Le véritable destinataire était le docteur Weizmann. Il semble qu'il était devenu un habitué de l'antichambre du cabinet de guerre, et le document lui fut délivré, Sir Mark Sykes l'informant, Dr Weizmann, c'est un garçon. Aujourd'hui, on peut voir la forme qu'a pris l'homme. On n'a jamais donné d'explication raisonnable sur l'action de soutien des politiciens occidentaux majeurs envers cette entreprise étrangère, et comme l'entreprise était jusque-là secrète et conspiratrice, on ne peut donner aucune véritable explication. Si une entreprise est bonne, la conspiration n'est pas nécessaire, et la dissimulation elle-même indique des motivations qui ne peuvent être divulguées. Si d'aucun parmi ces hommes donna jamais quelque raison officielle, c'était généralement sous la forme de quelques vagues invocations de l'Ancien Testament. Cela donne un ton moralisateur, et peut être considéré comme susceptible d'intimider les opposants. M. Lloyd George aimait dire aux visiteurs sionistes, ainsi que le rapporte ironiquement le rabbin Wise, vous aurez la Palestine de Dan à Beersheva, et ainsi, se présenter comme l'instrument de la volonté divine. Il demanda un jour à Sir Charles et Lady Henry de convoquer ensemble les membres juifs anxieux du Parlement, au petit déjeuner, pour que je puisse les convaincre de la légitimité de ma position de sioniste. Un mignon, quorum religieux juif de 10 personnes, se rassembla en conséquence dans la petite salle à manger du Premier ministre britannique, où M. Lloyd George lut une série de passages qui, selon son opinion, prescrivaient la transplantation des Juifs en Palestine en 1917. Puis il dit, maintenant, messieurs, vous savez ce que dit votre Bible, la question est réglée. À d'autres occasions, il donna des explications différentes et mutuellement destructrices. Il dit à la Commission royale pour la Palestine, en 1937, qu'il agissait pour acquérir le soutien de la communauté juive américaine, et qu'il avait la promesse ferme des leaders sionistes, que si les Alliés s'engageaient à fournir des moyens pour l'établissement d'un foyer national pour les Juifs en Palestine, ils feraient de leur mieux pour rallier le sentiment et le soutien juif dans le monde entier à la cause alliée. C'était un mensonge éhonté à la barre de l'histoire. L'Amérique était déjà en guerre quand M. Balfour s'y rendit pour accepter la déclaration Balfour, et la biographe de M. Balfour explore la notion d'un tel marché. Le rabbin Elmer Berger, un commentateur juif, dit que la promesse présumée de leader sioniste lui inspire une indignation irrépressible. Pour moi, ma famille, mes amis juifs, dont tous ne sont que des juifs ordinaires, cela constitue l'une des diffamations les plus obscènes de toute l'histoire. Seule l'inhumanité et le cynisme pourraient impliquer que les Juifs des nations alliées ne donnaient pas déjà leur maximum dans la poursuite de la guerre. La troisième explication de M. Lloyd George, l'acétone m'a converti au sionisme, est la mieux connue. Selon cette version, M. Lloyd George demanda au Dr Weizmann comment il pourrait le récompenser pour une découverte chimique utile faite pendant la guerre, lorsque le Dr Weizmann travaillait pour le gouvernement, durant le temps libre que lui laissait son travail pour le sionisme. Le Dr Weizmann est cité comme ayant répliqué « Je ne veux rien pour moi, mais tout pour mon peuple », sur quoi M. Lloyd George décida de lui donner la Palestine. Le Dr Weizmann lui-même raille cette histoire, l'histoire n'a rien à voir avec les lampes d'Aladin. Le plaidoyer de M. Lloyd George en faveur de la patrie juive précéda de loin son accession à la fonction de Premier ministre. À cet égard, c'est une coutume britannique de donner des récompenses en liquide pour de tels services, et le Dr Weizmann, loin de ne rien vouloir pour lui, reçut 10 000 livres. Si la recherche chimique était habituellement récompensée par des terres, il aurait avoir pu réclamer un duché mineur à l'Allemagne, eu égard à un brevet d'invention vendu antérieurement au Germandai Trust, industrie de la teinture allemande, NDT, brevet qu'on trouva vraisemblablement utile en temps de guerre comme en temps de paix. Il fut naturellement heureux du revenu qu'il en tira pendant plusieurs années. On ne peut échapper à la conclusion, si l'on pouvait trouver une explication honnête à ses actions dans cette affaire, M. Lloyd George l'aurait donnée. À partir de cette période en 1916 à 1917, la décrépitude du gouvernement parlementaire et représentatif peut être retracée, tant en Angleterre qu'en Amérique.
Si des hommes secrets pouvaient dicter les actes majeurs de la politique nationale américaine et les opérations majeures des armées britanniques, alors il est clair que élection et fonction responsable étaient des termes dépourvus de signification. Les distinctions de parti commencèrent à disparaître dans les deux pays, une fois que cette autorité cachée et suprême fut acceptée par les politiciens occidentaux majeurs, et les électeurs américains et britanniques commencèrent à être privés de tout véritable choix. Aujourd'hui, cette condition est générale, et elle est maintenant publique. Les leaders de tous les partis, avant les élections, font la révérence au sionisme, et la sélection par l'électeur du président, du Premier ministre ou du parti ne fait aucune véritable différence. En novembre 1917, la République américaine devint ainsi impliquée, de manière égale avec la Grande-Bretagne, dans le sionisme, qui s'est avéré être une force distractive. Cependant, il n'était qu'un intermédiaire du principe destructeur. Le lecteur se rappellera que dans la jeunesse russe du docteur Weizmann, la masse des Juifs de là-bas, sous leur directeur talmudique, était unie dans le but révolutionnaire, et seulement divisée entre le sionisme révolutionnaire et le communisme révolutionnaire. Dans la semaine même de la déclaration Balfour, l'autre groupe de Juifs en Russie réalisa son but, la destruction de l'État-nation russe. Les politiciens occidentaux élevèrent ainsi un monstre bicéphale, une tête étant le pouvoir du sionisme dans les capitales occidentales, et l'autre étant le pouvoir du communisme progressant depuis la Russie captive. La soumission au sionisme affaiblit le pouvoir de l'Occident à se préserver contre la révolution mondiale, car le sionisme œuvrait pour maintenir les gouvernements occidentaux dans la soumission, et dévier leur politique des intérêts nationaux. En effet, à cet instant, le cri que l'opposition à la révolution mondiale était aussi l'antisémitisme, s'éleva pour la première fois. Des gouvernements entravés par des capitulations secrètes dans toutes les directions ne peuvent agir fermement dans aucune autre direction, et la timidité de Londres et Washington dans leurs relations avec la Révolution mondiale, pendant les 4 décennies suivantes, vint manifestement de leur soumission initiale à la toile d'intrigue, tissée par-delà l'Atlantique entre 1914 et 1917. Après 1917, par conséquent, la question à laquelle le reste du XXe siècle devait répondre était si l'Occident pourrait encore trouver en lui-même la force de se libérer, ou d'extirper ses leaders politiques, de ce double esclavage. En considérant la suite de ce récit, le lecteur devrait garder à l'esprit à quoi on incita les politiciens britanniques et américains au cours de la Première Guerre mondiale.